Zafou. Au sommet sur le nouveau pacte financier mondial, la République démocratique du Congo a réaffirmé sa position de pays et solution au réchauffement climatique. Le chef du gouvernement, Samalou Kondé, qui a représenté le pays, a dit avoir plaidé pour que le crédit bénéficie aux Congolais. Et puis, la Sierra Leone connaît des difficultés économiques énormes, qui s'élevait en avril dernier à 43%. C'est dans ce contexte que les élections de ce samedi se sont déroulées dans le pays. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Géopolis Télévision. Le Premier ministre Samalou Kondé s'est confié à la presse à l'issue du sommet pour un nouveau pacte financier mondial tenu les 22 et 23 juin à Paris, capitale de la France. Le chef du gouvernement s'est montré satisfait d'avoir porté haut la voix de la RDC à ses assises de grande portée économique et financière pour les différents pays du monde. Le chef du gouvernement a plaidé aussi pour que le crédit carbone bénéficie aux populations congolaises. Suivez-le. Je suis venu ici en représentation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui lui était invité à ce grand rendez-vous mondial pour une réflexion justement sur le nouveau pacte financier. Et ces questions financières, finalement, se retrouvent directement liées aux questions de climat et de développement des pays. Et partout où on parle climat, comme vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est 60% du bassin du Congo en termes de forêt, c'est 10% d'eau douce mondiale, 52% d'eau douce au niveau africain de ce que nous représentons. Et ça, c'est sans compter nos tourbières, sans compter nos forêts de Miambo que nous partageons au niveau de la SADC et qui toutes entrent dans le système de lutte contre le réchauffement climatique. Nous disons que nous sommes pays solution. Je ne suis pas sûr. À 3 titres que nous sommes pays solution. Le premier, c'est d'abord de dire que nous avons 62%, pour être précis, des forêts du bassin du Congo. Bassin du Congo que nous partageons avec 16 autres pays. Mais à l'intérieur, la République démocratique du Congo, c'est 62%. Donc, à côté de cela, nous avons des tourbières, des mangroves, qui permettent aussi de capter. Aujourd'hui, nous parlons de près de 3% des gaz à effet de serre qui sont émis, que nous pouvons nous capter. Presque 3 ans, chaque fois que nous avons ces pays pollueurs qui viennent au niveau mondial. Et donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, on se dit qu'il faut une lutte contre le réchauffement climatique. Et d'où on demande aux pays qui ont des forêts de les préserver. Nous faisons partie de ces pays-là. Mais nous disons, oui, mais s'il faut protéger ces forêts, parce que nous l'avons fait, déjà de toutes les façons depuis tout ce temps, et parce que nous avons des populations qui vivent de ces forêts, nous devons leur offrir une alternative. À 2 niveaux, donc. D'abord, qui est une compensation pays, parce que nous contribuons à ce que nous ne puissions pas avoir le réchauffement climatique, mais à côté, parce que nous avons des populations qui vivent de ces forêts. On va changer de chapitre, mesdames et messieurs. Lancé ce lundi 19 juin 2023 par le Premier ministre Samalou Kondé, les travaux préparatoires de la table ronde sur l'état de siège décrété par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri viennent d'être clôturés ce vendredi 23 juin. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, qui a présidé la cérémonie. Il a félicité les experts et tous les participants qui ont travaillé sur la préparation de ces assises. Les préparatoires sur l'état de siège se sont réalisés en 2 groupes, dont l'un s'est attelé sur les termes des références, l'autre sur l'organisation. Après débat, ils ont fini par donner lieu à un rapport final adopté et lu devant le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, par Edine Tamboué, directeur du cabinet adjoint du Premier ministre chargé des questions sociales et culturelles. Y ont pris part les délégués de l'Assemblée nationale, du Sénat, des ministères sectoriels, des gouvernements militaires et civils de 2 provinces sous état de siège et leur assemblée provinciale, les acteurs politiques
politiques, ceux de la société civile, les opérateurs économiques et les délégués de la présidence de la République, mais aussi de la primature. Le VPM en charge de l'intérieur revient sur les objectifs de la table ronde initiée par le chef de l'État dont les travaux préparatoires viennent d'être clôturés. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vous avez assigné une mission, celle d'approfondir les assertions relatives aux trois positions soutenues par les acteurs politiques, socio-économiques, humanitaires, positions qui vont dans le sens du maintien de l'état de siège, de sa requalification et enfin de sa levée puis de simple. Mesdames et messieurs les experts, je vous félicite au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, que je représente ici pour le travail abattu pendant 4 jours, du lundi 19 au jeudi 22 juin 2023. Rappelons que l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu décrété par le chef de l'État a pour but de mettre fin à un cycle infernal d'insécurité qui a duré plus de 20 ans dans cette partie orientale du pays. C'est dans sa détermination de mettre fin à l'insécurité, non seulement dans cette partie orientale de notre pays, mais aussi sur chaque centimètre du territoire national, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait pris les 3 mai 2021, respectivement les ordonnances numéro 21/015 et 21/06, portant respectivement proclamation de l'état de siège et mesures d'application de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans les provinces de l'Ituri et celle du Nord Kivu, plusieurs groupes armés et terroristes, notamment les M23, Codeco, EDF et autres, sont à la base de l'insécurité. À plusieurs reprises, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a laissé entendre que l'état de siège sera de mise tant que les raisons ayant conduit à son instauration persistent. Le sort de cet état de siège est actuellement suspendu à l'issue de cette table ronde dont la date sera connue incessamment. On va rentrer à Kananga où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé ce vendredi 23 juin les travaux de lutte contre les érosions qui menacent cette ville. Ces travaux rentrent dans le cadre du programme dénommé Projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga, PURUK en sigle. Ils sont financés par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains. Ils seront exécutés par l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle, sous la supervision du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Drapeaux de partis politiques, banderoles arborées, principales artères de la ville prises d'assaut, l'ambiance était de grand jour ce vendredi 23 juin 2023 à Kananga, dans le Kasaï central. Effervescence dans les rues, effervescence aussi à l'aéroport où la mobilisation était impressionnante pour l'accueil du chef de l'État. Et c'est en fin d'après-midi que le président de la République est arrivé dans le chef-lieu du Kasaï central, accueilli par le gouverneur de Kananga. Suivez Géopolis Télévision sur les différents travaux lancés dans le Kasaï central, mais aussi se faire une idée très précise de l'état de la province. Une province rendue au site érosif SNCC en plein cœur des Kananga pour le lancement des travaux de sauvegarde en urgence de ces sites dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine des Kananga, PURUK en sigle. Ici, les têtes d'érosion menacent la voie ferrée, mais aussi la route nationale numéro 1. Le gouvernement de la République, qui a obtenu de la Banque mondiale un crédit de 100 millions de dollars, tient à travers le projet PURUK à mettre fin aux têtes d'érosion à Kananga, a fait savoir le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et de façon succincte, le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, OVD, a présenté les activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet d'urgence. Ces travaux en soi
constituera à la construction de collecteurs, la stabilisation des talus, ainsi qu'à la plantation des espèces végétales. Tandis que le projet sur le site PK 706, ce sont des travaux neufs auxquels l'entreprise non-LOVD fera face dans le cadre de ce projet. Après le mot, les actes, le président de la République a officiellement lancé ce projet à travers la pose de la première pierre en présence de nombreuses autorités nationales et provinciales. Ces brefs séjours du chef de l'État à Kananga sera également marqué dès ce samedi par des rencontres et des échanges avec les autorités provinciales civiles et militaires et les forces vives de la province. Et puis cette information en bref, les dépenses liées aux investissements sur ressources propres du gouvernement congolais sont évaluées à 54,5 milliards de francs congolais sur des prévisions linéaires de 578 milliards de francs congolais au cours de 5 premiers mois de l'année 2023, ce qui représente un taux d'exécution de 9,4% selon les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et des programmations budgétaires. Rappelons que sur l'ensemble de l'exercice 2023, le gouvernement devrait dépenser au total 1387 milliards de francs congolais, soit 686,5 millions de dollars américains. Et puis, notre brève, on va parler du stade des martyrs de la Pentecôte qui devient le temple où les artistes musiciens congolais les plus en vue démontrent leur force en termes de popularité. En moins d'une année déjà, le Wenge Musica 4x4, Riti Watanabe et Fali Ipupa s'y sont produits avec leur groupe et en pompe. Ce samedi 24 juin 2023, enfin, c'est l'artiste musicien Ferré Gola qui fait déjà voir de quoi il est capable. Tout se passe dans une ambiance de fête. Jésus de Néons a déjà une terre fertile et favorable à sa cause pour déployer son talent. Tenez, au mois d'août de l'année 2023, ce sera le tour du patron du groupe Cultura Pays, Félix Wazekwa. Et puis on va aller dans la province du Haut-Katanga, dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il s'est lancé ce vendredi la campagne de distribution des bulletins scolaires pour l'année 2022-2023, mais aussi des diplômes d'État dans cette province. La question était au cœur d'échanges entre le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué et le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi. La campagne de distribution de bulletins dans les établissements scolaires du Haut-Katanga débute ce vendredi 23 juin 2023. C'est l'objet de la rencontre entre le gouverneur Jacques Kaboula Katoué et le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi. Nous allons également lancer ici officiellement la distribution de diplômes d'État, édition 2015. Je crois qu'on va en profiter pour 2022 si c'est déjà disponible aussi. Je sais que c'est déjà disponible. 2015, c'était des arriérés. Depuis 2015, les finalistes ont beaucoup souffert. Une situation que nous avons héritée. Ces diplômes-là sont maintenant disponibles après plusieurs années d'attente et de souffrance. À part ça, je crois que la poursuite de la campagne Pas une école sans banc. Nous avons lancé la campagne, c'est pour sensibiliser les autorités provinciales, les gestionnaires d'écoles qui perçoivent les frais de fonctionnement à la fin de chaque mois pour que dans les écoles, dans les provinces, nous ne puissions pas connaître la situation honteuse de trouver les élèves étudiés à même les sols. Le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC confirme que le début des épreuves de l'examen d'État est prévu ce lundi 26 juin 2023. Ce lundi, je serai en Bujimaï, dans le Kassai oriental, je crois plus précisément dans le district de Chileng. Je vais lancer le go de l'édition 2023 des examens d'État. Signalons que les épreuves de l'examen d'État seront lancées dans la province du Kassai. Vous suivez la grande édition du journal sur Géopolis Télévision, mesdames et messieurs. Maintenant, on va faire place à la page internationale.
l'approche des élections générales du 24 juin en Sierra Leone, les populations sont préoccupées par les difficultés économiques croissantes auxquelles ils sont confrontés sur un marché du centre-ville de Freetown. Les commerçants et les chauffeurs de taxi discutent de l'inflation qui grimpe. L'inflation annuelle du pays s'élevait à 43% en avril dernier. Blessed Kouzola. À l'approche des élections générales du 24 juin en Sierra Leone, les habitants sont préoccupés par les difficultés économiques croissantes auxquelles ils sont confrontés. Sur un marché du centre-ville de Freetown, des commerçants et des chauffeurs de taxis discutent de l'inflation qui grimpe. L'inflation annuelle du pays s'est élevée à 43% en avril dernier. Alors que la Sierra Leone s'est rétablissée à peine de l'épidémie d'Ebola connue de 2014 à 2016, le pays a été durement touché par la pandémie de Covid-19 et les conséquences de la guerre russe en Ukraine. Abdulrahman a vu ses dépenses en carburant augmenter drastiquement. Chauffeur des tok-tok commercial appelé Keke, il est obligé de travailler 18 heures par jour pour joindre le debout. Les présidents sortants Julius Maada Bio et son principal opposant Samura Kamara ont tous déclaré qu'ils donneraient la priorité à la relance de l'agriculture et à la durabilité alimentaire dans le pays pour faire face à la crise ainsi que du coût de la vie. 52,4% des électeurs inscrits, soit 1,78 million de personnes, ont entre 18 et 35 ans. Certains de ces jeunes souhaitent voter pour les partis d'opposition, le Congrès de tout le peuple APC, et non pour le président sortant Julius Maada Bio du Parti du peuple de Sierra Leone. Il lui reproche notamment le taux de chômage élevé. Et puis au Mali, selon l'autorité électorale malienne, le projet de la nouvelle constitution a été approuvé par les Maliens avec 97% de voix. Il faut souligner que c'est le premier vote depuis la prise de pouvoir des militaires. Suivez nos amis d'Africa News. Les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle constitution soumis aux urnes par le gouvernement de transition. L'autorité électorale a annoncé ses résultats encore provisoires ce vendredi. Rappelons-le, en début de semaine, cette même source faisait état d'un taux de participation de 39,40%. La nouvelle constitution est, selon les autorités, une étape vers des élections et un retour à un régime civil au Mali, déjà confronté à la propagation djihadiste. La réforme se distingue aussi car elle renforce les pouvoirs du président qui détermine la politique de la nation et non le gouvernement, comme l'indiquait le texte précédent. D'influentes organisations religieuses se sont liguées contre le maintien du principe de laïcité de l'État. L'imam Mahmoud Diko est l'une des figures de cette mobilisation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter complètement, laissez-moi vous rappeler les différents titres. Au sommet sur le nouveau pacte financier mondial, la République démocratique du Congo a réaffirmé sa position de pays solution au réchauffement climatique mondial. Le chef du gouvernement congolais, Samalou Kondé, qui a représenté le pays, a dit avoir plaidé pour que le crédit carbone bénéficie aux co-congolais. Et puis la Sierra Leone connaît des difficultés énormes marquées par une inflation qui s'élevait en avril dernier à 43%. C'est dans ce contexte que les élections de ce samedi se sont déroulées. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.